Merci de choisir nos programmes et bienvenue dans votre magazine Quinqueliba. Ravi de vous retrouver ce mercredi, 3e numéro de la semaine. Alors sur le plateau, beaucoup de couleurs évidemment. Ça ne peut faire que du bien et vous permettre de bien vous réveiller. Les couleurs de cuisine évidemment avec Kumba que nous retrouverons dans un instant pour le menu du jour. Nafissa Air qui signe définitivement son retour sur le plateau et dans le magazine ce matin avec sa chéchia sur la tête. Son sujet du jour, le sujet tendance, vous le découvrirez également dans un instant. Tafa sur le plateau avec nous comme tous les mercredis pour nous parler de décoration. Je vous parlais de lumière, et bien il y aura également des couleurs vives certainement dans sa chronique. Notre invitée du jour, c'est Madame Haley Bridi, c'est la directrice de la communication et des partenariats Afrique, région Afrique de la Banque mondiale, c'est bien cela. Elle vient nous parler notamment du forum Investir en Afrique et puis nous aborderons d'autres questions liées notamment au développement en Afrique. Tout simplement, Alioune Badara Kane à partir de 7h interroge notre invité et l'info sera au rendez-vous également comme tous les matins avec René Léon. Il sera là pour le flash et le journal. Vous aurez également droit à la revue des titres. Voilà le menu de ce matin. Installez-vous confortablement. Voici pour démarrer le bulletin météo. On se retrouve juste après pour découvrir le menu des différentes chroniques. Alors, bienvenue à notre invitée également, Madame Haley Bridi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce matin, avec vous, nous allons essayer de voir si véritablement l'Afrique est, comme beaucoup le disent, le continent de l'avenir et puis investir en Afrique, ce forum. À quoi est-ce que cela peut évidemment servir ou qu'est-ce que cela peut apporter à ce continent? C'est bien ça. Avec plaisir, je suis très heureuse d'être là. Merci. Alioune Badara? Mais c'est un plaisir pour nous, surtout nous qui avons réussi à l'avoir sur notre plateau. On sait qu'elle avait un agenda très chamboulé ces 48 heures passées du fait de ce forum-là de Dakar. Quand même un très grand rendez-vous sur le plan économique pour le continent africain. On dit depuis des années, depuis plus d'une décennie, l'Afrique est le continent du futur, mais à part sur quel élément il s'appuie pour le dire? Qu'est-ce qui le conforte dans cette logique de faire du continent africain celui-là du futur? C'est normal, je me dis peut-être déjà en se référant sur les matières premières, on peut se dire déjà qu'on a des potentiels énormes, mais souvent peu de pays tirent profit de ces ressources-là. On peut donner l'exemple de la RD Congo, de la Guinée voisine et même peut-être même pourquoi pas du Sénégal. Il y a peut-être des politiques beaucoup plus innovantes pour que l'Afrique puisse enfin tirer profit de ces énormes potentialités sur le plan agricole, sur le plan des ressources tout simplement premières. Mais aussi il y a d'autres ressources aujourd'hui avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'éthique et beaucoup de niches à saisir maintenant. Est-ce que les politiques mises en place sur le continent sont cohérentes? Bien sûr, la Banque mondiale, je crois, est l'organe attitré, l'organe vraiment conseillé pour peut-être nous donner des aperçus sur ces politiques-là mises en place ici en Afrique. Et puis surtout sur ce forum de Dakar. Est-ce que déjà le forum a répondu à leurs attentes en termes de participants, en termes vraiment de contrats? Je ne sais pas si est-ce qu'il y a des contrats qui ont été déjà décrochés par certains pays africains. Donc ça va être vraiment un round-up de l'économie africaine grâce à Madame Haley qui nous a fait l'honneur d'être sur notre plateau ce matin. Très bien. Et vous avez un magnifique collier au passage entre la chéchia de Nafissa Air, celui de Alioune Badara Kane, la chemise de Tafa ou encore le collier de Kumba. Eh bien, décidément, vous avez le choix ce matin. Allez, on passe maintenant à la capsule gym. On va regarder justement ce que nous propose le coach Tandara. René Léon nous a rejoint sur le plateau entre-temps. Bonjour mon cher René. Bonjour, ça va bien. Ok. Entre le collier de Kumba et celui de Madame Bridi, tu votes pour lequel? Pour les deux, hein. Pour les deux. Tu ne prends pas de risque alors. Très bien. Alioune Badara Kane, c'est un bon polygame. C'est un excellent disciple de Ponce Pilate, quoi. Sans l'enlever. Allez. Je suis pas un Ponce Pilatiste quand même. On va passer au flash maintenant avec René Léon. Le temps évidemment qu'Alioune Badara Kane serve le Quinqueliba. Dans l'actualité également, ce chiffre, plus de 40 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe annoncée par la Banque mondiale pour appuyer l'employabilité des jeunes. Le Premier ministre a reçu hier une délégation de l'institution financière. D'autres questions de développement ont été aussi. Revue des titres maintenant.
Et pour démarrer, voici donc le quotidien de service public Le Soleil. À la une, cette audience du Premier ministre et de la délégation de la Banque mondiale. 54 milliards de francs CFA pour l'emploi des jeunes à cette occasion. Et vous avez évidemment en prime la photo du Premier ministre qui reçoit justement un membre de cette délégation. Sur la photo comme ça, vous pouvez déjà nous dire de qui est-ce qu'il s'agit, Madame Bridy? Alors c'est le directeur général du groupe de la Banque mondiale qui était là pour ces 2 jours. Il était le chef de délégation de la Banque mondiale. Très bien. Allez, on poursuit toujours à la une du... Merci beaucoup. On vient chez toi samedi? J'invite tout le monde, y compris l'invité, parce que je sais aussi que c'est une bonne cuisinière, parce que j'ai compris tout à l'heure. Donc, je vous invite tous samedi pour la Temcharit, si c'est samedi, si c'est confirmé pour la date. Merci beaucoup, Koumba. Merci. On va passer à la rubrique invité. Vous avez eu l'occasion de goûter à quelques plats, Madame Bridy, ici? Écoutez, malheureusement pas, parce que nous étions tout le temps occupés avec les préparatifs de la conférence d'abord, ensuite le déroulement de la conférence. Nous avions à peu près 400 invités, donc on a à peine mangé. Donc c'était plutôt régime Dakar. Vous aurez peut-être l'occasion de vous rattraper avec notre Tchéboudienne nationale avant de partir. Ça me donne des idées. Surtout j'aime bien cuisiner, donc j'ai pris note de mémoire. Super. Elle vous filera la recette également tout à l'heure. Aline Belrakian, tu prends la place de Koumba. Vous avez à peu près les mêmes couleurs tous les deux ce matin, le vert. Magnifique. Allez, rubrique invité maintenant. Il est 7h03 si vous nous rejoignez à l'instant. Bienvenue ce matin. Nous recevons sur ce plateau la directrice de la communication et des partenariats Région Afrique de la Banque mondiale, Madame Halle Bridy, c'est bien ça. Nous disons encore à nouveau merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. On sait que vous avez un agenda très chargé ici à Dakar du fait de ce sommet-là sur l'investissement en Afrique. Alors, je tiens ici la une du Soleil d'hier, le journal officiel, avec cette déclaration du président de la République du Sénégal, Macky Sall. Voilà, le temps de l'Afrique, c'est maintenant. Alors, c'est le président de la République du Sénégal qui l'a dit hier, et il n'est pas le seul. On le dit depuis une dizaine d'années, presque maintenant. N'empêche, on voit que sur le continent, ça bouge peu, en tout cas, selon beaucoup d'observateurs. Alors vous, sur quel élément vous appuyez, sur quoi, pour dire que l'Afrique, le temps de l'Afrique, c'est maintenant que l'Afrique incarne le futur? Écoutez, quand vous voyez la croissance économique à travers le monde, en fait, c'est l'Afrique qui est en train de croître plus rapidement que les autres. Peut-être que vous êtes ici dans vos problèmes de tous les jours et vous ne voyez pas que les pannes d'électricité, il y en a, etc. Mais quand vous comparez le progrès de l'Afrique au progrès des autres régions du monde, vous vous dites bravo l'Afrique. Et l'Afrique peut aller mieux, c'est sûr. Il y a toujours des zones difficiles, il y a toujours des problèmes d'instabilité ici et là, ça existe. Mais il y a aussi beaucoup de pays qui sont en train de vraiment se transformer. On a beaucoup d'exemples. Moi-même, je viens au Sénégal. La première fois que je suis venue au Sénégal, c'était en 1985. Depuis, je suis venue assez souvent et je ne reconnais pas ce pays. Ça veut dire que ça a tellement changé. 32 ans. Et évidemment pour le mieux. Je pense que un atout énorme que vous avez eu, c'est une population très très éduquée. Vous avez un atout énorme que vous avez eu, c'était la stabilité politique. Donc vous avez des atouts naturels. Vous avez joué un rôle régional très positif. Donc tout ça, ça a fait qu'il y a eu cette transformation ici, mais pas seulement ici. Vous voyez le Kenya, vous voyez l'Ouganda, vous voyez le Rwanda, vous voyez... Le Rwanda, ce n'est que très peu de temps, il y avait un génocide terrible. Et vous voyez maintenant, c'est l'un des pays, quand vous voyez tous les indices mondiaux, pas africains, mais mondiaux, vous voyez qu'il y a certains pays d'Afrique qui sont vraiment à la une. Et c'est là un peu, je veux revenir au thème de la conférence qu'on vient d'organiser. Le thème de la conférence, c'est ce qu'on appelle en anglais le leapfrogging. Le leapfrogging, ça veut dire
sauter une étape, quoi. Ça veut dire passer de là où on est, de sauter une étape et d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, c'est possible pour l'Afrique. L'Afrique, par exemple, il y a quelques années, il n'y avait pas de téléphone en Afrique. Aujourd'hui, on a raté, on n'a pas fait de téléphone fixe, on est passé de rien au mobile. Et donc, ce même bond qui a été fait au niveau des télécommunications est en train d'être fait aussi au niveau des systèmes du secteur financier. Où, par exemple, les Africains généralement n'avaient pas de compte en banque, n'étaient pas bancarisés. Comment vous dites? Bancarisés. Bancarisés. Et aujourd'hui, vous voyez que grâce au téléphone mobile, il y a, je pense que le chiffre est de 12%, dans une période très courte, d'Africains qui sont déjà bancarisés. C'est plus élevé que dans beaucoup de pays. Donc là aussi, l'Afrique est en train de faire son bond et nous pensons que l'Afrique peut faire ce même bond dans beaucoup de secteurs. Donc c'était un peu le thème de notre forum. On a parlé d'énergie. Parce que vu les coûts aujourd'hui, grâce aux technologies, les coûts de l'énergie qui baissent, il y a quelques années par exemple, le solaire était à 22-24 cents. Aujourd'hui, le solaire est à 6, même peut-être 5 cents. Et les prix baissent et baissent et baissent. Et avec des prix qui vont de plus en plus bas et une technologie qui est propre, elle est verte cette technologie. On peut, sans électricité, on ne peut rien faire. Mais avec l'électricité, on peut faire beaucoup de choses. Surtout avec une électricité propre et verte et qui est bon marché. Donc, et vous en avez plein de soleil ici. Donc il y a vraiment des possibilités aujourd'hui de faire ce bond en agriculture. Vous avez énormément de terres arables en Afrique, à travers toute l'Afrique. Aujourd'hui, vous importez la nourriture, mais vous devriez non seulement vous nourrir de vous-même, mais aussi exporter énormément. Cette possibilité aujourd'hui existe grâce de nouveau aux nouvelles technologies. On peut, avec l'utilisation des drones, qui coûtent très bon marché aujourd'hui, ils sont fabriqués par des jeunes dans des ateliers très simples. Avec des drones, on peut transporter des semences, des intrants dans les zones rurales où l'accès était très très difficile, pour que les gens puissent améliorer leur productivité agricole. De la même manière, on peut utiliser les drones pour transporter des médicaments, du sans frais, et pour que les gens vivent plus sainement, aient accès à des médicaments dans des zones très 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 lointaines où avant ils n'avaient accès à rien du tout. En tout cas, merci de gonfler le moral de nos chers téléspectateurs, hein, parce que là vous êtes vraiment très optimiste. J'en suis convaincu. On en a besoin sur ce continent où vraiment les difficultés aussi ne manquent pas, mais quand on partage cet optimisme-là. Alors le forum de Dakar, quand même, on peut le dire, est-ce qu'il a répondu à vos attentes? Déjà, bon, séance tenante durant ces 48 heures, est-ce qu'il y a des esquisses de contrats qui sont en voie d'être signés? Est-ce que réellement les investisseurs ont répondu aussi présents à ce rendez-vous? Écoutez, c'était vraiment extraordinaire parce que nous avons signé 13 accords entre la Banque mondiale et le Sénégal et les banques chinoises, d'autres entre les banques chinoises et d'autres partenaires. Donc c'était pas toujours avec la Banque mondiale, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a des plans très concrets pour travailler ensemble dans le secteur agricole, dans le secteur de l'énergie, des infrastructures. Donc il y a énormément de promesses qui se sont faites, des signatures qui ont été faites. La majorité de ces signatures étaient tripartites ou quadripartites et avec des collaborations entre la Banque mondiale, entre la Banque africaine de développement. Il y avait aussi le système des Nations Unies, il y avait aussi l'AFD. Il y avait le FIDA, il y avait plusieurs institutions, disons, de développement, et il y avait environ la moitié des personnes présentes étaient chinoises, avec des sociétés chinoises qui étaient présentes,
et des représentants du privé et du secteur public d'environ 27 pays africains. Donc tout le monde était présent. En fait, nous, on s'attendait à ce qu'il y ait à peu près 200 personnes. On était presque 400. Ok, mais on a surtout senti la présence chinoise. Où étaient les autres puissances économiques, hein, surtout le bloc occidental? On l'a peu senti durant ce sommet de Dakar. Ce forum en particulier, ce forum à Dakar était la 3e édition, c'est un forum Chine-Afrique. Donc c'est un forum qui est sponsorisé par le gouvernement chinois, la Banque chinoise de développement et la Banque mondiale. Donc, et à chaque année, c'est tenu à des endroits différents. Donc la première année, c'était à Addis Ababa. La deuxième année, on était en Chine, on était à Guangzhou. Cette année, c'est le gouvernement sénégalais qui nous a invités et très très bien reçus. Et on vous remercie, j'en profite pour remercier le gouvernement sénégalais de vraiment l'excellente réception qu'on a eue. L'hospitalité. Vraiment, l'hospitalité était merveilleuse et on était au CICAD. C'était vraiment un centre extraordinaire de toute dernière technologie et de toute dernière... le design était aussi parfait. Et donc, non, c'était très très bien. L'année prochaine, on retourne en Chine et c'est l'État du Hunan, qui est l'État de naissance de Mao Tse-tung, qui invite cette conférence là-bas. Donc, Finalement, l'investissement en Afrique aura comme principal actionnaire la Chine. Alors, comment vous trouvez ce partenariat-là entre la Chine et l'Afrique? Donc, on dit que c'est vrai, c'est une bonne chose. Les Chinois sont de loin beaucoup plus pragmatiques que nos anciens partenaires, disons, nos anciens partenaires occidentaux. Mais en termes de plus-value, il y a peu de choses à gagner. Comment vous trouvez cela? Moi, je ne pense pas qu'il y a peu de choses à gagner. Moi, je pense qu'il y a beaucoup à gagner parce que on voit l'exemple de la collaboration entre la Chine, par exemple, et un pays comme l'Éthiopie. Et vous voyez que l'impact de la présence chinoise et de cette collaboration chinoise avec l'Éthiopie était quelque chose d'extraordinaire. Ça a transformé ce pays. Au niveau infrastructure, au niveau investissement, au niveau technologie, au niveau... Vraiment, c'est incroyable ce que les Chinois ont pu faire en travaillant très étroitement avec les Éthiopiens. Je pense que ça, c'est l'un des exemples les plus forts de cette collaboration. Il faut se dire que la Chine, il y a quelques années, était un pays en voie de développement. Et la Chine a trouvé des solutions d'elle-même, de son pragmatisme, de son savoir-faire, de son histoire, de sa civilisation et de son sens de l'éthique et du travail. Ils ont trouvé des solutions qui leur ont permis de faire ce bond dont on parle dans cette conférence, de passer d'un stade à un stade très élevé de manière très rapide. Donc, la Chine a beaucoup à apprendre. Nous, Banque mondiale, on a beaucoup appris de la Chine pour voir comment est-ce qu'ils ont pu passer de là où ils étaient à là où ils sont. Et de le faire d'une manière assez partagée, parce que ce n'est pas que quelques personnes sont devenues très riches et les autres sont restées pauvres. Ils ont sorti des centaines de millions de personnes hors de la pauvreté. Et ça, ce sont des leçons que beaucoup de pays africains peuvent apprendre. Et cette collaboration sud-sud qui a intéressé la Banque mondiale, et c'est pour ça qu'on s'est mis dans ce partenariat pour apporter, pour distiller les leçons que nous pouvons prendre de ce développement et les offrir et faciliter ce dialogue avec la Chine. Donc la Chine aussi, quelque part, montre peut-être à ces pays africains-là qui peuvent bel et bien se développer sans tenir compte peut-être des injonctions de la Banque mondiale. Écoutez, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. L'Afrique est en pleine croissance. Je pense que la banque a joué un rôle important, continue à jouer un rôle important. C'est pour ça que tant de pays sollicitent notre soutien. Si ce soutien n'était pas bon, n'était pas valorisé, on ne le demanderait pas, hein, c'est les forces du marché. Donc on est là parce qu'on ne veut certainement pas s'imposer
parler, mais on est là parce qu'on demande notre présence. Et d'ailleurs, les bailleurs de fonds qui financent la Banque mondiale, le vote de confiance que ces bailleurs de fonds nous ont donné, c'est qu'en fait, dans un contexte économique international difficile, ils ont doublé leur contribution au fonds IDA de la Banque mondiale. Donc aujourd'hui, dans le cycle triennal que nous venons de commencer, nous avons 2 fois plus d'argent pour l'Afrique que nous avions avant. Donc nous estimons que nous pouvons, en collaboration avec les différentes fenêtres financières de la Banque mondiale, avoir environ 60 milliards de dollars pour l'Afrique pendant ces 3 prochaines années. Et ça, ce sont des chiffres que nous n'avons jamais, ce sont des sommes auxquelles nous n'avons jamais eu accès et auxquelles maintenant, nous espérons pouvoir donner accès, évidemment, aux pays africains, avec un angle intéressant cette fois-ci, c'est qu'ils nous demandent d'utiliser ces financements avec un effet de levier pour lever des fonds du secteur privé. Pour dérisquer, si par exemple dans certains pays, surtout des pays fragiles, c'est pas comme au Sénégal, mais il y a des pays fragiles comme aujourd'hui la Gambie, par exemple des pays comme Madagascar, comme des pays au Sahel, qui sont des pays fragiles où il y a eu énormément de problèmes, où le secteur privé a du mal à aller investir parce qu'il y a trop de risques pour eux. Oui. Donc nos financements peuvent dérisquer pour que le secteur privé vienne s'installer. Donc cet élément de risque, nous on va l'acheter pour qu'ils puissent venir investir, créer des emplois et aider ces pays à se stabiliser à long terme. Donc c'est une nouveauté pour nous et nous sommes très comme on dit en anglais, we're very excited. Nous sommes très très désireux d'aller de l'avant dans ces programmes-là et surtout de créer beaucoup d'emplois pour les jeunes, aider à la création de beaucoup d'emplois pour les jeunes. Alors l'histoire nous a montré que les petits États, pris isolément, ont du mal à avoir des politiques économiques cohérentes, à se développer. Il y a l'Union européenne aujourd'hui, il y a la Chine qui est quand même presque un pays continent, l'Inde, mais l'Afrique avec ses nombreux États aura du mal à peser. Alors qu'il y a par exemple un plan de financement du NEPAD, une politique globale sur le plan économique qui pourrait porter l'économie de tout le continent. Est-ce qu'il ne serait pas beaucoup plus judicieux de financer le NEPAD pour un développement homogène à l'échelle continentale? Je suis très contente que vous souleviez ce problème parce que vous savez, quand les pays sont très petits et qu'ils n'ont pas toutes les ressources dont ils ont besoin. Il y a un pays qui a beaucoup d'énergie parce qu'ils ont de l'hydroélectricité, l'autre qui a plutôt des ressources agricoles, l'autre qui a plutôt... Cette collaboration régionale, elle est clé pour l'Afrique. Elle est essentielle, elle est primordiale. Et évidemment, il y a des institutions qui ont été créées, il y a la CEDEAO, il y a l'Union africaine, il y a le NEPAD, il y a l'UMOA, il y a le SADC, il y a plein d'organisations régionales qui se sont créées. Ces organisations régionales ont été renforcées depuis qu'ils existent, mais elles n'ont pas encore la force de frappe qu'a déjà une Union européenne. Mais l'Union européenne, elle a mis 60 ans, et encore, elle a plein de problèmes. On connaît le problème de l'Union européenne, donc c'est pas facile d'arriver à mettre des pays qui ont eu des problèmes ethniques, qui ont eu des problèmes de frontières. C'est pas facile de les mettre autour de la même table. C'est pas facile. Mais c'est essentiel. Donc il faut vraiment essayer que les pays se mettent dans cette vision régionale et qu'ils prennent, pourquoi ne pas prendre l'énergie de la Guinée, leur donner des produits agricoles, pourquoi ne pas faire ces échanges entre pays africains et augmenter le commerce au niveau africain et tout le monde, ça va être gagnant. Une dernière question, Sarah, si vous permettez. Juste une dernière question, elle est très importante parce que... En une minute, si vous pouvez répondre. La question de la dette, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement... C'était ma question. Énorme dette qui pèse sur nos États pour que l'Afrique vraiment puisse tirer profit
profit de ces énormes potentialités. Oui, Quel soit réellement le continent du futur, et même, on peut le dire, du présent. Effectivement. Beaucoup disent que c'est cette dette qui nous maintient carrément dans ce développement. C'est un vrai problème, absolument. Vous vous rappelez, vous êtes tous extrêmement jeunes, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une dizaine ou une douzaine d'années, il y avait un programme qui s'appelait le HIPC. C'était un programme de la Banque mondiale et du Fonds monétaire et d'autres du Club de Paris, enfin de tous les bailleurs, tous les financiers qui ensemble se sont mis d'accord pour enlever toute la dette. Et les pays les plus endettés et les plus pauvres ont bénéficié de ce programme. Donc, ça a permis, si vous voyez que pendant ces 12 dernières années, certains pays d'Afrique ont fait ce bond, c'est parce que ces dettes ont été effacées. Parce que ça leur a donné, à la place de payer, d'utiliser leurs ressources pour payer leurs dettes, ils ont utilisé ces ressources pour financer l'éducation, les infrastructures, etc., etc. Mais entre-temps, comme les choses allaient bien, ils se sont réendettés, malheureusement. Et il y a des pays où on commence vraiment à se soucier de leur niveau d'endettement, d'autres qui ont été beaucoup plus rigoureux dans la gestion de leurs dettes, mais c'est un problème. Et bon, vous dire aujourd'hui qu'on va renettoyer ça, malheureusement, ce n'est pas de mon ressort, mais d'abord, il faut faire très attention de ne pas s'endetter davantage. Par exemple, dans les discussions qu'on a eues dernièrement avec les bailleurs, dont les Chinois ces 2 derniers jours, ce problème de l'endettement a été mis sur la table en disant, vous Chinois qui investissez tellement ici, faites attention à vos taux d'intérêt, faites attention aux termes de vos financements, parce que on ne veut pas retomber rebelote au point où nous étions, parce que c'est dangereux et c'est pas bon. Merci beaucoup. Merci. Restez encore sur le plateau avec nous. Je sais que Kumba avait quelques commentaires, mais bon, on reviendra évidemment là-dessus. Il est 7h25. On souffle un tout petit peu en musique. Le clip du jour. On se retrouve juste après pour le journal complet dans la deuxième partie. La chronique de Nafissa Air Tendance, celle de Tafa Décoration. Et puis, si vous êtes encore là avec nous durant quelques minutes, vous pourrez évidemment reprendre la parole pour quelques mots encore sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, investissement en Afrique. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue. Voici maintenant le journal. Dans l'actualité également, ce chiffre, 54 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe annoncée par la Banque mondiale pour appuyer l'employabilité des jeunes. Hier, le Premier ministre a reçu une délégation de l'institution financière. D'autres questions de développement ont aussi été abordées. On voit tout cela avec Seydina Lunfal. Shaolin Yang, directeur général et directeur administratif du groupe de la Banque mondiale, a dirigé la délégation qui a rencontré le Premier ministre et des membres du gouvernement. La Banque mondiale travaille depuis longtemps avec le Sénégal dans les domaines des infrastructures, des énergies et de la création d'emplois, entre autres. Cependant, d'autres pistes de coopération sont explorées. Une enveloppe de 90 millions de dollars a été prévue pour l'employabilité des jeunes. Les projets prioritaires ont été identifiés notamment autour de l'emploi, avec un projet qui est en cours de formulation pour l'emploi des jeunes, l'inclusion sociale et l'employabilité, qui est doté d'à peu près 90 millions de dollars. Une autre enveloppe de 50 millions de dollars a également été prévue pour la préservation de l'environnement et pour l'emploi des jeunes. La Banque mondiale a salué les efforts du Sénégal, son rôle et sa place dans le monde, dans la sous-région en particulier. Elle a épousé la vision du président de la République à travers le plan Sénégal émergent. Au cours de ces échanges, il y a eu une parfaite convergence de vues, notamment sur les domaines de la coopération, puis sur l'ordre des priorités. Je pense qu'il a été important au cours de cette réunion de bien noter l'appréciation très positive de la Banque mondiale, du groupe de la Banque mondiale, sur la vision du président Macky Sall déclinée à travers le plan Sénégal émergent. La Banque mondiale compte appuyer le Sénégal pour l'obtention de financement pour la préservation de l'environnement et concernant l'emploi des jeunes. Oui, merci.